Donc, nous allons entamer, c'est le panel numéro 5. C'est le panel qui va porter sur la résilience économique et synergie de collaboration entre acteurs du numérique et l'État pour la création d'emplois au Mali à travers la transformation digitale. Donc, merci déjà pour les organisateurs de Mali Digital Awards pour ce panel, pour l'honneur de nous avoir invités ici. Et merci à vous tous ici d'être là pour nous écouter. Ça fait un très grand plaisir et un honneur pour nous. Alors, je vais présenter les panélistes donc, de cette session. Donc, alors, je vais commencer par Monsieur Sidi Daniogo, qui est troisième vice-président du CNPM, qui est aussi promoteur de la société Spirit, l'agence de communication. Ensuite, j'ai M. Abdoulaye Aboubakar Diarra, cofondateur de Loga Engineering. M. Diarra, que les gens vous connaissent. Je crois qu'on doit quand même applaudir. D'abord, il y avait Sidi Dianyogo. Voilà. Ensuite, M. Abdoulaye Diarra, donc Loga Engineering. Et ensuite, j'ai Youssouf Sakali, qui est le directeur général de ISERV Mali. Donc, on va changer de casquette. Après la casquette du site qu'on avait projeté ici dans là. OK, M. Sakali. Et j'ai Djakarija Doumbia, responsable des programmes TIC. Et ce qui fait plaisir, c'est que j'ai eu l'honneur plus ou moins non seulement de connaître et de discuter beaucoup avec tous ces acteurs-là et dans différents secteurs. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Alors, on va essayer d'explorer la manière dont la transformation digitale va renforcer la résilience économique face aux différents défis. Donc, moi, je vais essayer de commencer par faire un tour de table par rapport à résilience digitale avant d'aller à la synergie d'abord avec l'État, tout en essayant dans un premier temps de demander aux différents panélistes leur expérience sur la manière et l'impact de la technologie, d'accord, selon eux, sur la continuité de l'entreprise, la diversification des revenus et la croissance durable. C'est quoi leur vision? Surtout leur expérience personnelle, voir ce qu'ils peuvent citer comme des expériences de réussite pour donner des inputs aux personnes qui nous suivent ici. Monsieur Danyoko. OK. Merci. Merci, cher modérateur. Bonjour à tous. Je commence par remercier les organisateurs de Mali Digital donc Award qui nous donne l'occasion de nous trouver ce matin pour échanger avec tous ensemble, les acteurs du numérique, les acteurs de l'État, les partenaires au développement, les diplomates, les ambassades, pour qu'ensuite nous puissions tous avoir déjà une bonne lecture du sujet et ensuite avoir des synergies. Donc, ceci étant dit, après les salutations déjà, je pense que le sujet que vous posez sur la table nous amène déjà à parler du préalable. C'est qu'aujourd'hui, il y a de l'expérience, certes, qui est vécue. Ça, on pourra en parler et on pourra donner beaucoup d'exemples. Mais je pense que nous avons besoin de parler du contexte dans lequel nous sommes. Parce que les expériences partent de du contexte. On a un contexte aujourd'hui qui a ses limites pour la simple raison qu'il n'y a pas de stratégie digitale claire au niveau en termes de politique publique. Et le sujet qu'on nous demande de discuter ce matin, c'est surtout donc quelle stratégie de collaboration entre l'État et les acteurs du numérique pour définir, à la fois faire de la transformation digitale et créer des emplois. Pour traiter ce sujet, il faut que nous parlons du contexte. Donc, dans quel cadre nous évoluons cette stratégie et dans quel est le rôle des différents acteurs, publics et privés, quel type d'accompagnement les partenaires au développement doivent apporter et quel est maintenant le rôle des acteurs du secteur privé dans ce schéma-là. Et en termes d'expérience personnelle, bon, je n'ai que l'expérience de ce que je fais dans mon entreprise, qui est de constater tous les jours, et ça depuis des années, que le digital est devenu un instrument incontournable du travail quotidien, que ça nous permet de gagner en productivité, en rentabilité, en rapidité, en diligence. C'est ce que je pense tous les entrepreneurs savent ça déjà, ou voient même vivre cela déjà dans leur activité quotidienne. Au niveau du privé, on est des acteurs convaincus parce qu'on le voit. On l'a vu il y a 10 ans, entre la manière dont on travaillait et la manière dont on travaille aujourd'hui. On voit tout ce qu'on gagne en rapidité, en productivité, en rentabilité. Mais on voit aussi les limites,
Parce que les limites, c'est que nous voyons que nous manquons d'infrastructures qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Nous manquons d'un cadre légal qui peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Nous manquons de stratégies beaucoup cohérentes qui définissent un peu plus le rôle des publics et le rôle des acteurs privés et le rôle des partenaires au développement pour que chacun joue sa partition. Mais je pourrais revenir sur ce point-là quand vous jugez nécessaire. Merci. Merci, M. Danyogo. Donc, je passe à M. Sakali qui est à ma gauche. Donc, la même question. Merci à tous d'être là et merci pour l'organisation de cet événement et cet exercice qui est, je pense, très important pour nous tous. Bon, moi, je suis un acteur du numérique, donc je fournis des services dans le cadre du numérique, je suis un intégrateur. Donc, mon expérience, forcément, va aller, parce que je vis aussi à travers mes clients ce changement lié à la transformation numérique. Bon, moi, l'histoire que je me force quand même de rappeler parfois, parce qu'on a tendance maintenant à l'oublier, mais comme on l'a dit, il y a 20 ans, 30 ans, pour monter un business, c'était beaucoup plus contraignant. Pour pouvoir avoir un fournisseur à l'extérieur du pays, en Occident ou ailleurs, il fallait vraiment avoir les gros moyens, il fallait avoir la capacité de payer des communications téléphoniques à des coûts exorbitants. Il fallait avoir ce fameux fax. Il fallait avoir toute une structure et on n'a aucune possibilité de travailler en dehors de chez soi. En dehors de l'espace bureau, on ne peut pas travailler de chez soi. Aujourd'hui, nous, quand nous sommes venus aux affaires, pour monter notre structure, pouvoir vendre un produit fini à un client et encaisser l'argent, parce que bon, c'est quand même ça l'objectif économique, après tout, pouvoir facturer et se faire payer, on se rend compte que on faisait l'essentiel de la transaction par mail, on avait notre offre fournisseur par mail, on faisait notre commande par mail, on n'échangeait quasiment plus avec les fournisseurs par téléphone. Et en gros, ce qu'on pouvait faire en un mois avec beaucoup d'efforts se faisait en 2-3 jours par mail. Donc voilà, concrètement, ça c'est palpable. Déjà, les technologies ont montré cette différence en matière de célérité et de changement tous les jours. Maintenant, dans le privé, certes, on a emboîté ce pas, ça s'est vite passé. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'au niveau du public, ça a suivi? Est-ce qu'au niveau du public, les habitudes ont vraiment changé? Forcément, ils ont un peu changé, mais est-ce que ça a atteint un niveau qui permet aujourd'hui de dire qu'ils sont transformés numériquement? Ça, c'est une question qui reste posée. Donc, en termes d'expérience aujourd'hui, pour conclure, je pense que dans le privé, il y a eu un grand travail déjà, un grand changement. Beaucoup de gens se sont adaptés. Et on est aujourd'hui, on va dire, à 50-50 entre l'utilisation du papier et l'utilisation du numérique. Ça veut dire que dans le privé, ce n'est pas encore finalisé, en fait. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chantier reste important. Parce que finalement, c'est ça, en fait. À un moment donné, l'enjeu, ça va être moins on va utiliser de papier, plus on va dire qu'on a été transformé numériquement. Quand on va pouvoir tout faire vraiment via son smartphone, sa tablette ou son PC, tout ce qu'on fait en temps ordinaire dans le travail classique, c'est le faire via un équipement informatique. C'est là qu'on va dire qu'on a été transformé plus ou moins numérique. Il y a d'autres définitions, hein, bien sûr. La transformation numérique, c'est quand même plus profond que ça. J'essaie juste de simplifier. Donc, le chantier, il va être là. Il y a une expérience qui est là, au niveau du public, qui n'est pas très, très forte jusqu'à présent, surtout dans nos pays à nous. Hein. D'autres pays sont situés à une enseigne différente. Mais dans le privé, il y a déjà eu quelque chose qui se fait et je pense que là, on peut s'inspirer de ça. D'accord. C'est du pays. Merci. Ok, merci. On va rester sur ma gauche avec M. Diarra. Donc, toujours la même question, s'il vous plaît. Donc, je remercie mes copalénistes. Je remercie les organisateurs de cet événement. C'est la 3e édition. Ce n'est pas facile, mais on voit qu'ils font toujours beaucoup plus d'efforts. Je remercie toute l'audience pour avoir fait le déplacement. Et le sujet dont on parle est résilience économique et transformation digitale comme opportunité et, comment dirais-je, de lutte, je résume, de lutte contre le chômage ou la création d'emplois. La résilience économique, c'est la capacité d'un État à absorber le choc après une crise.
Donc, notre pays vit actuellement une crise multidimensionnelle depuis un certain temps. Et comment dirais-je, nos acteurs du numérique essayent d'apporter, comment dirais-je, leur pierre dans l'absorption de cette crise-là, mais ce n'est pas évident parce que nous avons une économie qui dépend fortement de l'extérieur et qui est à ce début quant à l'industrie, comment dirais-je, du digital. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'on n'est pas très, très résilient sur ce plan. Et maintenant, par rapport à la question du docteur, et dans notre quotidien, nous utilisons bien évidemment le digital. Nous sommes une entreprise du digital et nous vivons du digital parce que nous sommes dans tout ce qui est développement d'applications web mobiles. Nous sommes aussi dans l'intégration. Donc, le digital a beaucoup changé la vie des gens et nous, on vit carrément du digital. Donc, à travers nos clients aussi, on sent cette évolution. Comme Sidi Daniel l'a dit, c'est-à-dire au niveau du quotidien de tout un chacun, il y a eu des améliorations, notamment au niveau de l'État, mais beaucoup reste à faire. Donc, sans beaucoup monopoliser la parole, je dirais que globalement, il y a des opportunités et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci, M. Diarra. M. Doumbia. Oui. Alors, bonjour. Merci Sidibé. J'allais dire Doumbia, j'ai oublié. Ah, moi, je vais raser la tête ici. Hein. Alors, merci infiniment à l'équipe d'organisation de Mali Digital Awards, particulièrement Ada pour cette initiative qui m'a permis l'année passée de prendre part à un panel, le précédent panel d'ailleurs sur la culture. Nous ayant permis juste après de rentrer en contact avec une entreprise malienne qui fait la promotion de la musique locale et lui accordant ainsi des crédits AWS lui permettant d'accéder jusqu'à 200 000 abonnés aujourd'hui, 200 000 personnes qui utilisent de façon permanente le site. Donc juste pour témoigner la pertinence de ce type de cadre qui permet non seulement à ce que les acteurs puissent rentrer en contact les uns les autres, mais derrière qu'ils puissent résoudre des problématiques telles que notamment ce que nous sommes en train de discuter. Alors, pour revenir au panel de ce matin, notamment sur la résilience économique, je pense que le digital aujourd'hui est l'un des moyens qui assure la résilience économique des États. Et dans ce sens-là, nous, en tant que structure d'accompagnement des deux parties, de l'État et du secteur privé, ITC, qui est une agence des Nations Unies dédiée à la promotion de la technologie et du numérique. Et donc, nous, notre objectif, c'est surtout à travers ces deux acteurs, nous ne sommes pas un acteur en entier dans ce sens-là. Nous appuyons les deux acteurs, l'État et le secteur privé, à développer justement des cadres favorables à la promotion du digital, d'aider les organisations, les acteurs, les entreprises à accéder à des ressources pouvant les aider justement à développer et à faire accéder à leurs produits à travers justement les solutions qu'on les offre. Donc, je pense que il est important, les prédécesseurs l'ont déjà signalé, le fait que le digital aujourd'hui, je pense que c'est l'un des moyens incontournables pour nous de pouvoir assurer cette résilience économique dans nos pays. Mais cela ne se fera sans forcément passer par une collaboration entre les différents acteurs, parce qu'il ne faut pas que chacun crée son propre chemin à lui-même. Et je pense qu'on est condamnés à travailler ensemble. Et nous, en tant qu'ITC, notre rôle, c'est de pouvoir aider ces deux acteurs-là. Je n'ai pas vu l'État ce matin dans le panel. Je m'attendais à les avoir peut-être pour voir comment on pouvait mieux échanger. Quelqu'un l'a dit ce matin dans la salle. Je pense que c'est important pour nous de se regarder droit dans les faces et de se dire, voilà, comment on peut travailler ensemble pour pouvoir résoudre certaines problématiques. Mais on se réjouit d'avoir des personnes qui ont ce contact avec l'État, qui peuvent faire des plaidoyers pour les entreprises. Et je pense que nous allons faire entendre peut-être la voix des sans-voix à travers ces personnes comme Daniel qui est là. Donc désolé de
Mais je pense qu'on va pouvoir échanger et peut-être faire des plaidoyers qui pourront peut-être aider les entreprises et les organisations à aller de l'avant. Merci. Ok, merci pour cette intervention. Et ok, j'ai écouté tout le monde. Donc, on a essayé d'expliquer généralement ce que le digital apporte. Je vais rebondir un peu sur l'histoire du contexte. Ok, tout le monde dit le digital, ça va résoudre les problèmes. Mais le premier problème aujourd'hui chez nous, moi je crois, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire à gagner, à vivre sa vie. D'accord? Ensuite, il y a les aspects bien sûr sécuritaires. Mais ce que j'ai surtout entendu ici, c'est d'abord pour les entreprises de pouvoir améliorer leur productivité avec l'outil digital. Ok. On faisait ça avant plus difficilement, maintenant on le fait plus facilement. Ensuite, pour les sociétés qui vendent des prestations purement digitales, par exemple des développeurs ou autres, on comprend aussi. Donc, c'est pour apporter un service. Mais quand je regarde dans l'écosystème, quels sont les acteurs, et on est dans Mali Digital Awards, quels sont les acteurs, surtout les plus jeunes, qui arrivent à vivre du digital comme par rapport, par exemple, aux opérateurs que je ne vais pas citer ici. Si on regarde le digital, qui arrive à en vivre, pas en faisant une prestation pour quelqu'un, mais en créant un outil digital qui est vraiment rentable et qui permet à beaucoup de personnes de gagner leur vie. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est un des très grands défis. Et donc, ça, les opérateurs y arrivent, surtout avec les mobile money. Et pourquoi ils y arrivent, selon moi? Parce qu'ils ont déjà la plateforme en place. Ils sont déjà dans toutes les poches. Ils sont déjà chez tout le monde. Et le fait d'être déjà chez tout le monde, donc, c'est leur outil, donc une application ou autre, leur permet tout de suite d'être adossés à leur service qui est déjà public. Alors, dans ce contexte-là, donc c'est un vrai défi. Comment on peut vivre en faisant un service de masse, pas juste une prestation. Comment on peut, de façon durable, créer des solutions, partir de vos business respectifs. Et en général, comment faire pour en sorte que cette chose-là, pour vraiment gagner de l'argent et changer la donne et la résilience avec le digital. Monsieur Dagnogo. Monsieur Sidibé, vous ne nous facilitez pas la tâche aujourd'hui. D'accord. Je pense que ça nous amène à la discussion sur les préalables. Il y a des problématiques pour les résoudre. Il faut avoir un traitement beaucoup plus global du sujet que de le traiter de façon ponctuelle ou spécifique. Si ça peut vous rassurer, vous savez, vous avez touché à un problème de l'organisation, la rentabilité, le fait qu'il n'y a pas d'acteurs émergents, en tout cas pas beaucoup d'acteurs émergents du secteur du numérique qui ont arrivé à créer des entreprises, à créer des modèles économiques qui fonctionnent et à bâtir des grandes sociétés et créer beaucoup d'emplois. Parce que tout simplement, on a un problème global au Mali d'organisation et de structuration des filières et des métiers. C'est global, hein, pour vous rassurer. Ce n'est pas simplement dans le domaine du numérique. C'est quelque chose que nous remarquons dans l'industrie, nous remarquons dans le service, nous remarquons dans le domaine financier, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de plein de secteurs. Et nous remarquons beaucoup ce problème d'organisation, de structuration, de régulation, qui est du ressort des investissements publics, donc des infrastructures, qu'est-ce qui est du ressort des investissements privés. Et c'est dans cette seconde phase-là que va s'engouffrer les acteurs du numérique. Tous les acteurs du numérique, sachant que tel élément de la stratégie est plus du ressort d'un privé que d'un public, et même ce qui est du ressort du public, le partenariat public-privé peut amener une accélération de la réalisation de ces aspects. Et les aspects qui sont du ressort des privés peuvent permettre tout de suite à tous les entrepreneurs de s'engouffrer dans cette brèche pour être ces acteurs de cette transformation digitale que nous cherchons, qui va nous permettre d'avoir demain des modèles économiques. Et ça ne suffira pas, il faut de la stratégie, il faut de l'investissement, il faut une bonne répartition des rôles, il faut de la régulation, parce que sans régulation, tu n'as pas de modèle économique. Tu n'as pas de modèle économique viable. Donc, si nous arrivons à nous concentrer sur ces préalables, peut-être que nous aurons demain ces acteurs en nombre du secteur du numérique
qui seront cette fois-ci des entrepreneurs. Les entrepreneurs maliens privés sont prêts, tu le sens. Oui. D'ailleurs, tu le sens à travers le travail qu'ils font déjà auprès des entreprises privées, qu'ils sont prêts pour cette transformation digitale. Ils le font déjà à leur niveau. Il suffit juste de créer le cadre qu'il faut, la stratégie qu'il faut, faire les investissements publics nécessaires dans les infrastructures et bâtir la régulation nécessaire pour que ça puisse s'accélérer très vite. Merci. Je reste là. Monsieur Doumbia. Oui. Je pense j'aurais aimé que tu continues, mais parce que tu compliques trop la tâche de parler après Danyogo qui vient de faire un résumé de tout ce qu'on doit dire pendant l'heure en 5 minutes. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que nous accompagnons justement les acteurs à réaliser ce que Danyogo vient de dire, notamment comment réunir les acteurs à discuter de la politique nationale de l'économie numérique du Mali. Je me rappelle, il y a 1 an, on a eu cette discussion avec le ministère et à travers la Direction nationale de l'économie numérique, comment déjà matérialiser la politique nationale de l'économie numérique, les coûts étaient déjà évalués. Mais ce qui restait à faire, c'est de pouvoir justement une volonté politique derrière, parce que cela ne pouvait se faire même si la Direction nationale, qui est la structure technique, a réalisé cela. Il fallait une volonté politique derrière pour pouvoir la matérialiser. Les acteurs étaient prêts. Je me rappelle, on a même eu une discussion avec la Banque mondiale qui avait aussi donné son accord à accompagner justement l'élaboration de cette politique nationale qui est essentielle, parce que on ne peut pas parler de développement d'un secteur sans qu'on ait une politique, sans qu'on ait une vision à moyen et long terme. Donc c'était essentiel pour nous en tant que partenaires d'appui de l'État et des acteurs de savoir où est-ce que l'État va aller et comment nous pouvons accompagner cet État-là. Mais malheureusement, nous sommes restés en attente jusque-là parce que on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est avec l'élaboration de cette politique publique. La dernière politique publique a été élaborée en 2014, donc je vous laisse déjà évaluer. Ça fait bientôt 10 ans que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont améliorées, et aujourd'hui, il est essentiel, il est indéniable que nous puissions rester toujours en attente d'une politique nationale sur l'économie numérique. Au-delà de cela également, je pense qu'on va aller au-delà même de l'État. Les acteurs, parce que des fois, si l'État n'agit pas, je pense qu'il faudrait un élément catalyseur qui puisse imposer ce changement-là à l'État. Et les acteurs du secteur privé, les organisateurs d'un tel événement tel que le Mali Digital Awards doivent faire, à la sortie d'un tel événement, de sortir avec un plaidoyer qui sera adressé aux autorités. De dire, OK, nous imposons à l'État, nous voulons, au nom de toutes les organisations, tous les acteurs qui œuvrent dans ce sens-là, nous voulons que nous ayons notre politique nationale sur l'économie numérique avant telle période. Et en ce sens-là, si tout le monde se met ensemble, à travers une seule voie, impose à l'État d'agir, je pense que l'État n'aura de choix que de pouvoir obtempérer. Donc, je pense qu'il faudrait des actions pareilles. Au-delà de ça, les acteurs non étatiques tels que les organisations, la Banque mondiale, ITC et d'autres acteurs qui sont là, qui sont prêts à accompagner, mais qui n'accompagnent que sur des bases. Nous ne pouvons appuyer l'État à travers des initiatives ponctuelles. Il faut une politique publique, et cette politique publique, il nous faut un cahier des charges dans ce sens-là qui nous permettra de les accompagner sur le moyen et le long terme. Donc je pense qu'il est essentiel que nous puissions évoquer la question dès maintenant et de savoir où est-ce qu'on commence le travail, comment on peut imposer à l'État cette politique nationale-là. Et à partir de ce moment, nous autres acteurs, on peut rentrer dans la danse en accompagnant la matérialisation de cette loi-là. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diarra, s'il vous plaît. Et je pense que c'est une très bonne question parce que quasiment tous les acteurs du numérique vivent principalement des prestations auprès des entreprises. Donc, ça serait une très bonne chose si nous parvenons à faire du B2C, c'est-à-dire des produits à l'échelle nationale, pratiquement tout le pays. Les opérateurs arrivent à le faire parce qu'ils ont l'infrastructure qu'il faut pour le faire.
Donc, je pense que, comme M. Danigo l'a dit, quasiment il a brossé toute la problématique. Et il faut une bonne réglementation. Et il faut aussi, comment dirais-je, une infrastructure qui permet d'héberger, comment dirais-je, ces projets-là. Il faut surtout un marché. Et il y a des opportunités dans ce sens. Nous sommes dans l'espace UEMOA qui fait quasiment 300 millions de personnes. Et il y a des projets en vue, notamment le projet d'interopérabilité des services numériques de la BCAO qui est en vue, qui va permettre à ce qu'une plateforme qui est basée ici au Mali puisse interagir avec des Sénégalais et des Ivoiriens. Sinon, le marché en soi est, je trouve, un peu faible. Et avec la crise aussi qui sévit, c'est pas très évident. Et parce que nous, on a eu à développer des plateformes. Et notamment, on a développé une plateforme qui fait tout ce qui est organisation d'événementiel. Mais il n'y a pas beaucoup. Il se trouve qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'événements au Mali, au vu de la situation du pays. Donc, en ce sens-là, nous interpellons en tout cas nos autorités pour qu'ils puissent mettre en place, comment dirais-je, une réglementation qui peut permettre l'épanouissement des startups. Parce que quand on regarde, la problématique des startups est très mal cernée ici au Mali. Je pense avoir vu, j'espère ne pas dire des bêtises, dans un projet de loi, l'État définissant une startup comme étant une entreprise qui a moins de 4 ans, qui fait moins de 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, imagine de telles entreprises, elles peuvent aller où? Nulle part. Donc, c'est de voir un peu plus grand et d'avoir une stratégie globale qui s'étend sur l'horizon peut-être 10 ans, 2030-2040, et mettre en place l'infrastructure qu'il faut et accompagner, comment dirais-je, les acteurs. Et au niveau de l'État aussi, il y a des opportunités parce qu'aujourd'hui, indépendamment du secteur du numérique, quand on prend le Mali, le plus grand pourvoyeur du marché, c'est l'État. Quasiment toutes les entreprises vivent de l'État. Mais au niveau de l'État, pour le moment, l'État a du mal à collaborer avec nous, acteurs du privé. Et je le dis parce que j'ai fait des propositions à l'État. Nous avons fait des propositions à l'État de plusieurs plateformes et qui vont certainement dans le domaine des impôts, des finances et, comment dirais-je, des services publics qui peuvent éventuellement permettre à l'État de sécuriser ses recettes et aussi faciliter les procédures au niveau de l'administration. Mais pour le moment, on manque vraiment d'interlocuteurs parce que quand on approche, c'est dommage que les acteurs et comment dirais-je, les représentants de l'État n'ont pas pu participer finalement au panel. J'aurais bien aimé qu'ils soient là. Et à ce niveau-là, on ne nous facilite vraiment pas la tâche. Donc, on a vraiment du mal à prospérer. Mais il y a toujours des possibilités, il y a des opportunités de collaboration, partenariat public-privé pour développer le secteur du numérique. Donc, en gros, je dirais que la question elle est pertinente. Et pour le moment, en tout cas, à part les opérateurs de télécom, je ne connais pas une structure, une licorne en tout cas au Mali qui arrive à générer des milliards de chiffres d'affaires à travers une plateforme. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais c'est possible. La technicité, elle est là. Les compétences sont là, les idées aussi sont là, et il suffit de créer l'opportunité. Donc l'une des opportunités, c'est de permettre de faire des partenariats publics-privés pour arriver à cette fin. Ok, merci. Pour terminer avec cette question, M. Sakali. Bon, l'essentiel a été dit. Je pense que, pour résumer, on a compris qu'il y a un problème de stratégie, de vision d'ensemble. Et que dans cette vision d'ensemble, on est tous liés un peu au manque d'implication de l'État. Bon, mais moi je me dis qu'il y a quand même de l'espoir, déjà que les structures, comme il vient de le dire, les structures sont prêtes. Les structures privées ont la capacité de donner aujourd'hui du service, de fournir du service dans le numérique. C'est plutôt le cadre qui leur manque. Moi je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir effectivement que, comme il a dit, de l'ICT, il va falloir qu'on s'organise nous-mêmes, que les structures s'organisent elles-mêmes pour être un moyen de pression plus important afin d'aboutir à tout ce qui a été dit ici. Parce qu'en fait, les problématiques sont connues, les solutions sont connues. On n'arrive juste pas à les implémenter.
Et bon, finalement, on se demande même où est le blocage. Mais bon, quelques pistes, parce que cette vision, même si on en est tous conscients, peut-être que ce qui manque, c'est concrètement comment les gens doivent la comprendre, cette vision. Quelles sont réellement les pistes pour la réaliser? Commencer à donner des idées à l'État, entre nous-mêmes. Mais ce qui est certain, moi, l'une des pistes que je vois, c'est que on va parler pendant très longtemps, mais il faut déjà que l'État elle-même commence à se transformer elle-même. Ok. Parce qu'il y a cette problématique qui se pose. On entend souvent parler de modernisation de l'État, digitalisation des services publics. Donc, je pense qu'il va falloir que l'État même commence à utiliser les outils technologiques. Et une fois que ces outils technologiques sont en place au sein de l'État, on aura peut-être plus d'écoute d'eux. Parce que nos leaders, les dirigeants au sein de l'État, quand on va les voir, quand on est assis devant eux dans leur bureau, on se rend compte que quand on leur parle de technologie, ça les fait dormir en fait. Donc, ils ont quand même un problème de culture technologique qui n'est pas de leur faute. Je pense que c'est peut-être le résultat final de l'enseignement au Mali pendant plusieurs années. Et que, bon, ce n'est pas un reproche qu'il faut leur faire. Hein. C'est juste qu'il y a un accompagnement, il y a quelque chose à créer comme opportunité pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre le numérique. Et que les décideurs puissent, à un moment donné, prendre les meilleures décisions dans ce domaine-là. Il y a aussi, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Moi, j'aimerais quand même, dans ce cadre de cette question, parler rapidement de l'exemple du Bénin que je viens de visiter, où on se rend compte que si on a un décideur qui est ouvert sur la question, qui se fait entourer par les meilleurs conseils en la matière, ils font des choses incroyables. Je vous explique qu'au Bénin, aujourd'hui, tout simplement... Comme vous savez, je suis modérateur, mais comme l'État n'est pas là, bon, il s'avère que souvent, on a eu à faire 2-3 choses avec lui. Donc, ça peut aussi un peu alimenter les débats. Donc, j'essaye de donner... je ne m'étais pas présenté. C'était un peu fait exprès. Donc, je suis Dr Mamadou Gros-Sidibé, président de Mali Startup, donc la fêtière des startups du Mali. Pourquoi j'introduis ça maintenant? Donc, on a parlé des synergies. Donc, ça a été dit aussi par rapport à la définition des startups. Et je peux vous dire que on a parlé de label pour startup, mais on n'a pas vraiment encore défini dans la loi c'est quoi une startup. Donc, c'est une commission qui est censée la définir. Pourquoi je dis ça? Donc, il y a une loi, projet de loi, qui a été commencé fin 2018 sur les startups, qui a été adopté en Conseil des ministres sous l'ancien régime en 2019 et qui a fait plusieurs, qui est en train de suivre à plusieurs ministres de l'économie numérique. J'ai dit ici que nous, dans ce combat-là, ça fait notre 5e ministre de l'économie numérique. Et aucun ministre de l'économie numérique n'a survécu à un remaniement ministériel. Deuxièmement, quand j'ai regardé la liste des ministères, je me suis retrouvé que dans ces derniers gouvernements-là, le ministre de l'économie numérique vient après 20, la position 20. Je crois que c'est 22 comme ça. Donc, vous pouvez vous imaginer l'ordre dans lequel ce que ça veut dire. 2. 3. Imaginez que, selon moi, il ne m'appartient pas de décider, moi j'aurais quand même déconnecté un peu la communication de l'économie numérique. Et je pense sincèrement qu'il faudrait quelqu'un de l'économie numérique, mes collègues, chers collègues, tout le monde ici, pour nous, acteurs, ce n'est même pas important qui on mettra là-bas. Mais mettez-les là-bas 3 ans au moins. Nous, on se débrouillera, travailler, tous indiquer qu'on saura le faire. Mais juste qu'il y ait cette stabilité-là. Donc, on comprend tout ce qui a amené à tout ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ça soit compris. Et quand il a dit tout de suite par rapport que l'État est premier pourvoyeur aussi de, je n'avais pas le droit de le couper sur le dialogue de EDM, par exemple. Donc, vous voyez, même là-bas, les problèmes. Il y a un camp qui sort qui dit quelque chose, il y a l'autre qui sort qui dit autre chose. Là, je parle du ministère et des syndicats. Je me dis, mais une digitalisation bien utilisée, je crois qu'il y aura beaucoup de transparence et on aura résolu pas mal de problèmes dans cette histoire-là. Donc, on peut faire des choses beaucoup plus facilement. Donc maintenant, il y a le projet de loi, c'est en cours. Ensuite, récemment, le ministère de l'entrepreneuriat,
d'accord, de l'emploi et de la formation professionnelle, il y a une commission qui a été créée auprès de ce ministère-là pour essayer maintenant d'aller au-delà des startups, pour avoir quelque chose, pour fédérer tout ce qui est tentative de projet de loi, mais faire une grosse chose qui permettra cette synergie entre l'État. Mais c'est à ce début. Ensuite, il y avait un groupement aussi qui était porté par un député du CNT qui sont en train aussi de mobiliser les jeunes, comment faire une loi sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ose espérer que tous ces acteurs-là, à un moment donné, vont s'asseoir et trouver enfin une solution pour nous. Donc, ça, j'ai un peu porté la casquette de dire ce qui s'est fait avec l'État. Je sors là, les modérateurs reprennent. Maintenant, là, vous avez vu, on a cet énorme défi qui est là. OK. Solution concrète. Vous avez brossé, M. Danyoko. Vous avez dit à la sortie, faisons une recommandation. Donnez-nous des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur dire, allons-y comme ça. Nous sommes prêts. M. Danyoko. Très bien. Alors, solution concrète après le diagnostic, c'est que je pense qu'il faut que les acteurs du numérique d'abord s'organisent mieux. Les acteurs du secteur privé, les acteurs privés du secteur numérique. Et qu'ils soient les premiers déjà porteurs du dossier. Parce que l'initiative doit partir effectivement de ces acteurs-là. Il y a aujourd'hui au niveau de l'État, il y a déjà un premier instrument. Vous l'avez dit, c'est la politique qu'on appelle Mali numérique 2020 dont vous avez fait l'audit. Il est plus facile au niveau de l'État d'actualiser déjà un document qui est déjà là que d'amener un nouveau. Donc le premier travail à faire, c'est que les acteurs du numérique, que ce soit eux qui fassent d'abord l'audit, puisque vous l'avez déjà fait, assorti d'un ensemble de documents, voire carrément écrire une nouvelle stratégie en matière de numérique pour le Mali pour les 10 ans à venir. À partir de ce projet, comme vous êtes des acteurs du secteur privé, vous saisissez la fêtière du secteur privé pour que nous, on porte le dossier avec vous au niveau de l'État pour demander la mise en place d'une commission de rédaction d'une nouvelle loi portant mise en place du cadre légal du numérique au Mali pour les 10 ans à venir. Ça, c'est un travail que nous pouvons faire ensemble. Ensuite, il se trouve qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a une initiative en cours qui porte sur le Small Business Act, qui est un texte qui a traîné dans les couloirs, mais que la nouvelle ministre est en train de réchauffer. Je pense qu'il y a matière aussi à s'intéresser à ce dossier pour voir quels sont les éléments liés au numérique et à la digitalisation qui doivent être traités dans ce dossier-là pour qu'ils puissent avoir des éléments incitatifs en matière de fiscalité ou en matière de subvention pour pouvoir aider ce secteur. Et troisième élément, c'est le décret portant orientation de la commande publique sur les productions et les services au niveau local. Ce décret est là-bas, il a été adopté en 2018, il est en phase de relecture et je pense qu'à ce niveau, il y a matière aussi à prendre en compte les commandes publiques qui peuvent concerner les services du numérique. Donc voilà 3 sujets sur lesquels on peut travailler. Merci. Monsieur Sakali. Oui, donc en fait, l'exercice ici, c'est peut-être d'essayer de donner déjà quelques pistes pour la fameuse vision qui doit être actualisée. Donc on est tous d'accord que cette vision est le cœur du système qu'il faut remettre en place. Et cette vision peut s'intéresser à plusieurs aspects du traitement du numérique. Maintenant, parmi ces aspects, bien sûr, on va parler de la formation, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le secteur du numérique, on a en fait concrètement encore qu'une seule structure de formation publique, c'est la FAST, qui fournit aujourd'hui des compétences en numérique au Mali. Après, le reste, c'est dans le secteur privé. Donc clairement, à ce niveau, il y a des choses qu'il faut revoir. Au-delà de la formation, donc, il va falloir bien sûr parler d'infrastructure. Mais moi, l'infrastructure, je vous dis tout de suite, d'emblée, moi je trouve que il y a déjà des choses en place. Il y a vraiment beaucoup de choses en place. Et d'ailleurs, moi, je mettrais même un frein à l'infrastructure pour l'instant, parce que moi, mon inquiétude à ce niveau, c'est que ce qui a été mis en place, qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'aujourd'hui, on a quand même, je ne sais pas si vous êtes au courant du projet Large Monde, c'est-à-dire le projet d'infrastructure qui est derrière SMTD, la société SMTD. On parle quand même le premier jet, je pense qu'on parle de 98 milliards, quand même, 100 milliards de francs CFA, déjà investis, déjà déployés, avec des fonctionnalités à la clé qui sont très concrètes. L'État est censé avoir via cette plateforme tout un système de gestion, de collaboration. En plus de ça, l'État a son propre réseau de téléphonie 4G. Bon, maintenant, je pense qu'ils ont finalement renoncé à l'utiliser, donc je n'ai pas toute l'information de qu'est-ce qu'on en fait.
Je pense qu'une partie est utilisée par un opérateur de la place, ce n'est pas très clair. Il y a un système de vidéosurveillance sur tout le pays, mais il y a surtout un système de fibre optique. Le Mali est quand même assez avancé dessus, où on a de la fibre optique jusqu'à Sikasso, plusieurs régions, on parle de près de 500 km de fibre optique, et qui relie surtout 300 administrations déjà de la place. Et il y a une data center qui est là au niveau de l'aéroport, on te parle de 150 Tera, où il y a d'autres choses en plus, avec une extension qui est en cours d'installation ou qui est sur le point d'être validée. Donc au plan des infrastructures, déjà, qu'est-ce qu'on fait de cette infrastructure? Parce que rien qu'avec cette infrastructure, l'État a les moyens d'implémenter énormément de services. Donc ça, côté infrastructure, je dirais plus dans la stratégie qu'il faut valoriser l'existant. Voilà. Je proposerais plus de valoriser l'existant. Ensuite, il y a, je l'avais déjà ébauché, cette nécessité pour l'État de se transformer numériquement. D'abord, pour moderniser elle-même sa propre activité, sa propre gestion. Puis, dans une deuxième phase, de commencer à proposer des services dématérialisés aux populations qui en ont besoin. Je veux dire, vous voyez les queues aujourd'hui pour pouvoir avoir un document et aller postuler pour l'armée ou pour la police. Si les services étaient dématérialisés, on n'aurait pas eu ces queues qui sont quand même dramatiques. Donc, à un moment donné, c'est une nécessité de nos jours, vu l'augmentation de la population, vu les défis que cela pose sur le plan administratif, d'avoir un certain niveau organisationnel, d'utiliser les technologies pour pouvoir régler finalement ces problèmes, pour pouvoir être plus en même de répondre aux demandes, aux aspirations des populations. Donc, dématérialiser les services aujourd'hui doit être inscrit pour moi comme priorité au niveau de l'État dans sa transformation. Bien sûr, à ce niveau, je vais quand même faire une précision. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas, on va dire, faire les choses dans la précipitation. Parce que parfois, moi, j'entends souvent les gens dire digitalisation des services publics. Déjà, je bloque beaucoup sur cette expression parce que ça peut, pour moi, ne pas dire grand-chose. Moi, j'aimerais bien qu'on dissocie le concept de modernisation, de transformation numérique de l'État lui-même en tant qu'entité. Puis, dans une deuxième phase, de digitalisation des services que l'État fournit. Parce que ce n'est pas l'État qu'on digitalise, ce sont ses services. Les services qu'il fournit, que l'État va fournir, qu'on va digitaliser en tant que tel. Donc, ça se fait en deux phases. Ça, c'est une des approches que je propose dans le cadre de la nouvelle vision. Je pense qu'il faut, au sein de cette nouvelle vision, commencer à ébaucher, à mettre en place tout ce qui est en lien avec la confiance numérique. C'est quand même essentiel. Ça va être au cœur de la stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous souhaitez que tout le monde soit acteur du numérique, il faut que, un, ça marche bien, deux, que les gens soient protégés par rapport à ça. Il ne faut pas que ça aboutisse finalement à des drames en tant que tel. Parce que le numérique, bien sûr, c'est bien, c'est beau, ça permet de faire beaucoup de choses, elle est plus rapide, mais si c'est mal maîtrisé, ça peut être des catastrophes aussi. Donc cette confiance numérique qui est déjà, il y a des choses qui se font, on a l'autorité de certification numérique qui est là et tout. Cette confiance numérique doit être mise au cœur de la stratégie, au cœur de la vision. Le temps tournant, je vois quelqu'un qui est venu nous montrer que je vais juste très rapidement demander en une phrase. Mon prochain panel commence à 30. Nous, on a attendu 15 minutes ou 20. Donc, je termine juste avec les derniers intervenants. 2 mots pour terminer, M. Diarra. Ensuite, c'est Srem Sedoumbia. Ok, donc je vois que quasiment les idées convergent, ou bien les positions convergent dans ce panel, et peut-être à quelques nuances près. Quand moi je parle par exemple de l'infrastructure. Côté infrastructure, aujourd'hui au Mali, quasiment il n'est pas possible pour une start-up de déployer ses applications en local ici. C'est très très difficile. La SMTD essaie de le faire, mais il y a des choses... Le micro, voilà. La SMTD est en chantier pour ce projet-là, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment possible. Et je le dis parce que nous avons au moins une centaine d'applications sur le cloud. Ce n'est pas normal, on peut le faire en local ici. Donc l'État peut investir dans ce sens. Maintenant, et très concrètement, moi je pense que si on veut, au-delà de la question réglementaire et de toute la bureaucratie qui se trouve autour de cette question-là, on peut prendre par exemple 100 services comme le Bénin l'a fait. On lance des appels d'offres en local et on essaie de voir quelles peuvent éventuellement être les offres des différents startups ou bien acteurs dans le domaine. Et personnellement, nous avons proposé beaucoup de projets à l'État, mais il n'y a pas vraiment de répondants
on écrit à un ministère, on vient faire la démonstration, après il n'y a pas de suite. Ouais. Maintenant, ce qui est important, comment dire, nous, par rapport à notre responsabilité personnelle, c'est peut-être de ne pas suffisamment être bien organisé pour interpeller l'État sur la question. Et je pense que les opportunités sont là. Et il y a, comment dirais-je, une union qui se profile dans la sous-région parce qu'il y a un problème de marché. J'ai dit et je le répète, l'État est le plus gros pourvoyeur de marché ici au Mali. Quasiment toutes les grandes entreprises vivent de l'État. Dans le secteur du numérique, si l'État arrive à faire de telles ouvertures, ça va permettre à ce que aussi, nous aussi, en tant qu'acteurs de ce secteur-là, nous puissions nous épanouir pour arriver à un certain niveau, pouvoir fournir des services à d'autres pays dans la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour le faire parce que les autres sont en train de le faire. Et quand on prend par exemple le Nigeria, qui a au moins, et j'en compte au moins 3 licornes qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et dans les années à venir, nous allons être dans la même zone économique. Donc c'est le moment ou jamais de se préparer pour attaquer ce marché-là. Merci. Des mots, M. Doumbia? Je pense que tout a été dit, mais le plus important à retenir, c'est qu'au Mali, je pense qu'on n'a pas besoin de redéfinir encore qu'est-ce qu'on doit faire. Tout a été dit, et pas plus tard qu'il y a quelques temps où on devait élaborer une politique nationale liée à la promotion des produits d'un secteur spécifique, où on s'est rendu compte qu'en 2004, il y avait une étude qui a été réalisée. Et nous, actuellement, en 2023, on a eu du mal à dépasser ce que l'étude avait établi en 2004. Donc, ça veut tout simplement dire que tout existe déjà en matière de qu'est-ce qu'on doit faire. Et je pense que le plus important, c'est comment on va le faire. Et qui mieux que les organisateurs de ce cadre-là, de cette édition, le Mali Digital Awards, d'être le porte-étendard justement de tout ce qu'on vient de dire. À la sortie d'ici, d'avoir un document qui est là, ou d'avoir une initiative. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui parle le même langage que nous, qui est dans le comité de gestion justement des patrons. Donc nous qui aspirons à être des patrons, donc je pense qu'ils ne pourront que nous accueillir et de nous appuyer. Je pense que si on a l'appui et l'accompagnement justement de CNPM, ça peut être super intéressant si on a toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans un premier temps et aller bousculer et aller forcer la main à l'État. Je pense que à ce moment, ça peut donner quelque chose. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer parce qu'on ne va plus me laisser le temps. C'est dommage, hein. Franchement, je crois que, Ada, je suis peut-être un mauvais modérateur parce que j'arrive rarement à faire qu'il y a le temps pour les questions. Donc, il faudrait réfléchir, hein, s'il faudrait me choisir comme modérateur la prochaine fois ou si c'est les panélistes qui sont tellement bons qu'ils vont trop loin. Et là où je conclue, je vais juste dire une dernière phrase. L'économie numérique, partout ailleurs, surtout dans les pays dits développés, c'est plus de 4 fois l'économie physique qu'on appelle réelle sans l'économie numérique. C'est un vecteur essentiel du développement, c'est-à-dire les emplois de demain, les revenus, la lutte contre la corruption. On va regarder ça de près. On s'attaque à ça, on résolvera beaucoup de problèmes. Ça, on aimerait que nos pouvoirs publics le comprennent et les acteurs qui sommes nous sont prêts et il y a beaucoup de jeunes, de la jeunesse, qui partout prennent des prix, mais qui n'y arrivent pas à atteindre leur public. Créons ce cadre-là. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Et merci à Mali Digital Award, merci à tout le monde, merci aux panélistes. Et cette session se termine là. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Diarra, M. Sagali, M. Sidibé, M. Doumbia pour cet excellent panel. Le prochain panel, standing ovation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens qui ne se lèvent pas là, quand on va au paradis, on ira sans vous. Hein. Et notre photo de famille. Oui, la photo de famille avec les organisateurs, les officiels. Et ensuite, les interviews. Et s'il vous plaît, commencez à réseauter dans les couloirs et non là où le panel doit se tenir. Non, mais tu m'as envoyé. Donc,